Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Sciences Po, c'est un parcours de formation qui intéresse souvent les élèves que j'accompagne. Et cet été, en fait, Sciences Po Paris avait annoncé des changements dans leur processus de recrutement. Donc, j'ai contacté Marie, qui, en fait, a une formation pour préparer les élèves au concours de Sciences Po, les élèves de terminale. Et en fait, je lui ai demandé de me parler des changements des concours de Sciences Po. Et puis, j'avais aussi envie de lui poser comme question, ben voilà, est-ce que les élèves, je dois conseiller aux élèves de faire la préparation aux IEP, les instituts d'études politiques et Sciences Po. Et puis aussi, surtout, qu'elle me donne des conseils pour les élèves qui avaient peut-être des niveaux un petit peu moins élevés et qui avaient quand même envie de faire des sciences politiques. Donc, j'ai contacté Marie et on a enregistré cet épisode toutes les deux au mois d'octobre. Et puis voilà, là, on est aujourd'hui le 19 octobre. Je suis en train de préparer mes épisodes de podcast pour le mois de novembre. J'étais en train de monter tranquillement cette semaine mon épisode. Et là, j'ai lu dans la presse que Sciences Po Paris avait annoncé de nouveaux changements. Et alors, cette fois-ci, des changements sur lesquels on ne sait encore rien aujourd'hui. Et donc, je me suis posé la question et j'ai réécrit à Marie d'ailleurs à ce sujet en lui disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je publie l'épisode quand même ou pas? Et donc, j'ai pris la décision de le publier quand même parce que, alors évidemment, pour l'instant, Marie nous a parlé en octobre de ce qu'elle sait, c'est-à-dire de ce qu'on lui avait annoncé, ce qu'on nous avait tous annoncé sur le concours 2025. Maintenant, comment se passera vraiment le concours? Pour l'instant, aujourd'hui, on n'en sait rien du tout. Et il faut néanmoins que les élèves se préparent, d'accord? Donc, ce qu'on sait, elle et moi, c'est que quoi qu'il en soit, l'esprit Sciences Po va pas changer. Donc, peut-être que la forme du concours changera, mais la manière de se préparer, la réflexion autour du projet, c'est certain, elle sera la même. Donc, malgré tout, je pense que ce que dit Marie sur le concours, bon, voilà, ça ne sera pas exactement ça, peut-être, et encore que, on verra s'ils changeront. Mais je pense que tu peux l'écouter. Et les conseils que nous m'a donné Marie sur les alternatives, sur ce que c'est qu'étudier les sciences politiques, ça, il reste valable quoi qu'il en soit. Donc voilà, donc j'ai pris la décision de publier quand même. Euh, on verra ce qui se passera. Tout ça, je te ferai sûrement peut-être dans la newsletter un petit récap dès que j'en saurai plus. En attendant, je te laisse écouter les excellents conseils de Marie et je te retrouve à la fin pour ce que j'ai retenu, les idées principales qui m'ont marqué. Bonne écoute. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ce soir? Je vais très bien, merci Corinne, je suis ravie d'être là. Alors, deuxième fois, parce que, comme on disait juste avant, tu avais déjà enregistré un épisode avec moi au moins au printemps sur la préparation à l'oral. Mais ce soir, on va parler d'autre chose, de ta deuxième casquette. On va parler de Sciences Po Paris. Est-ce que peut-être, Exactement. avant qu'on attaque directement dans le sujet, tu veux peut-être nous dire un petit peu plus qui tu es? Ok, avec plaisir. Alors, moi, j'ai été étudiante, enseignante et jury à Sciences Po Paris. Et en fait, c'est même une première vie professionnelle. Sciences Po recrute beaucoup parmi son corps d'enseignants, des gens qui sont actifs dans voilà, divers corps de métier. Et moi, j'étais urbaniste, j'étais directrice de projet urbain. Et c'est justement en tant que jury, alors que j'étais directrice de projet urbain, quand j'étais jury pour les oraux de Sciences Po Paris, j'ai eu une prise de conscience en me disant que les candidats que j'avais face à moi, étaient très mal préparés à ce type d'exercice. Ils savaient grosso modo pas trop où ils allaient. Voilà, donc j'ai changé de casquette et j'ai développé une activité d'orientation, de conseil en orientation, d'aide, de préparation aux oraux d'admission pour les candidats. Et le gros morceau de mon activité, c'est vraiment une préparation à Sciences Po Paris, qui est donc le fruit de toute cette expertise développée à la fois en tant qu'étudiante, ensuite enseignante et puis jury. Super, très bien. Et donc, tu as une prépa, mais tu prépares pas non plus des centaines d'élèves chaque année, hein. Tu les choisis bien, tes élèves. Non, en même temps, ça fonctionne quand même assez bien. Donc, j'augmente un peu les effectifs. La spécificité de ma méthodologie, c'est quand même de rester sur une méthodologie la plus personnalisée possible. Parce Oui, que c'est ça. c'est ce qui est attendu par Sciences Po. C'est vraiment de pouvoir admettre des candidats, des personnalités, des élèves qui ont une curiosité particulière. C'est pas du tout le clone qu'on imagine assez facilement quand on imagine Sciences Po, c'est-à-dire vraiment le bon élève, le premier de la classe. Oui, c'est des très très bons candidats, c'est des élèves qui carburent bien à l'école, mais il faut par ailleurs montrer qu'on est curieux, qu'on a développé des lectures, des centres d'intérêt divers, et ça peut aller de la flûte à bec à une passion pour le théâtre ou pour le cinéma japonais. En fait, peu Ok. importe le centre d'intérêt, le motif de curiosité,
mais c'est vraiment voilà, un état d'esprit qu'il faut savoir développer. Bah, alors, est-ce que justement, enfin, j'avais prévu cette question plus tard, mais comme tu l'amènes tout de suite, on va la traiter maintenant. Toi, enfin, tu as quand même pas mal d'élèves que tu as accompagnés qui ont réussi le concours de Sciences Po Paris. Le point commun, le profil, à ton avis, d'un élève qui réussit Sciences Po Paris aujourd'hui, c'est quoi? En fait, ceux qui ont leur chance, ce sont encore une fois les très bons élèves. Et ceux qui réussissent, qui se démarquent parmi ces très bons élèves, c'est ceux qui ne sont pas suffisants. C'est-à-dire ceux qui ne se reposent pas sur leur laurier. Tu vois, typiquement, ce qui est dangereux, c'est un élève qui va avoir un parcours d'expatrié avec 2 ans à New York, 2 ans en Amérique du Sud, enfin, tu vois ce type de profil, et qui va estimer que voilà, il a un parcours très international, des très bonnes notes, et que c'est tout cuit et que ça va le faire. En fait, ça, justement, c'est rédhibitoire pour Sciences Po. Ils veulent, au travers des écrits, donc dans les épreuves pour entrer à Sciences Po, il y a en particulier pour la première phase, la phase d'admissibilité, il y a 2 écrits à produire. Ils veulent vraiment un effort particulier de la part des candidats qui doivent démontrer une certaine maturité, un recul sur eux-mêmes, sur la façon dont ils appréhendent les grands enjeux du monde contemporain. Et ça prend du temps, ça se prépare vraiment. Donc il faut éviter la suffisance ou voilà, le CV un peu bien fait parce qu'on a eu des contacts et qu'on a fait un stage dans une ambassade à un moment et on se dit, hop, ça va être OK. Non. Moi, je prends toujours un exemple auprès de mes élèves, je leur explique, voilà, entre un élève qui a bossé pendant l'été à McDo et qui a fait l'expérience du travail en équipe, du rapport au client, du travail sous pression et qui est capable de restituer cette expérience en montrant que ça l'a fait grandir, que ça lui a appris beaucoup de choses, entre ce cas-là et un élève qui aurait fait un stage en ambassade fortement piloté par le réseau des parents, lors duquel il n'a pas appris grand-chose, il a fait des cafés et des photocopies, bon, bah, voilà, le deuxième aurait tendance à croire que c'est acquis et qu'il a vraiment beaucoup plus de chances que le premier. Et en fait, c'est vraiment complètement l'inverse que j'observe. D'accord, ok. Alors, malgré tout, quand même, au niveau des résultats et du dossier scolaire, c'est des élèves qui sont quand même très bons. Voilà, moi je dirais qu'en dessous de 16 de moyenne générale, c'est quand même difficile de considérer Sciences Po. Ça, c'est pas un mythe. Vraiment, ce que je décrivais précédemment, c'est vraiment comment s'opère le tri Ouais, entre les très très bons élèves. À partir du moment où on a ces 16 de moyenne, voilà, comment ça se passe? En dessous de 16, honnêtement, c'est compliqué. Et quand on a 16 de moyenne, il ne faut pas croire que c'est acquis. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. ok. Et spécialité, celle qu'on veut? Ou des Oui, et ça, spécialités? c'est pas un mythe, hein, c'est affiché sur le site de Sciences Po et c'est une réalité. Ouais, En fait, c'est vrai, c'est assez cohérent avec ce que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire, ce qu'ils recherchent vraiment, c'est des élèves qui sont curieux. Donc, ils vont développer des centres d'intérêt, si possible. Alors, ce qui est bien à montrer dans sa lettre de motivation, ça va être justement qu'on a essayé de sortir du programme scolaire. C'est-à-dire qu'on maîtrise très bien le lycée, les programmes scolaires au lycée, que ça, c'est quelque chose où on prend du plaisir à apprendre, mais qu'on va au-delà et qu'on va développer des centres d'intérêt précis dans divers sujets. Et ça peut très bien être la physique quantique. Il n'y a aucun problème ok. avec ça. Voilà, ça peut être. Ils aiment bien les profils scientifiques. Vraiment, il n'y a aucune obligation à avoir fait AGGSP, SES, pas du tout. Et est-ce qu'il y a des obligations à avoir énormément de extrascolaires en plus? Parce que parfois, les élèves, ils ont du mal, quoi, à tout faire. Alors, il y a un peu tous les cas de figure. Il y a aussi beaucoup d'élèves, tu sais, qui multiplient l'extrascolaire en se disant, encore une fois, hein, comme je te le disais tout à l'heure, que le CV, enfin, cette liste d'activités va permettre de muscler leur CV et de se démarquer. Et en fait, parfois, c'est un peu contre-productif parce qu'on se tombe dans les candidatures sur une liste peu développée, sur laquelle il y a peu de recul. Et en fait, le jury s'en fiche de savoir si vous faites de l'escrime ou du volleyball. En fait, ce qui va Ouais, les intéresser, c'est de savoir ce que ces activités disent de vous, si vous faites de la compétition, si vous le faites de manière très intensive, auquel cas ça montre que vous avez une force de travail, une bonne capacité d'organisation, etc. Et donc, il faut savoir, donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas d'obligation à avoir énormément d'activités extrascolaires. Il faut en choisir quelques-unes et savoir bien en parler. Et peut-être d'accord. pour finir sur ce sujet, je pense à certains élèves que j'ai pu accompagner qui viennent de zones très rurales, par exemple, ou même enfin, voilà, dans des espaces, par exemple, sur la question de l'engagement. Souvent, les élèves me disent, moi, j'ai pas d'activité d'engagement, c'est très bien vu à Sciences Po, je voudrais rejoindre une association, mais j'habite au milieu de la Pampa. Si je rejoins une association, mes parents doivent m'amener en voiture, c'est pas gérable, comment je fais, je vais être pénalisée. Donc, c'est pas pénalisant. Moi, j'ai réussi à faire rentrer ces élèves-là parce qu'on va aller travailler d'autres centres d'intérêt et on va glisser habilement dans la lettre de motivation
que l'élève en question Ouais. habite dans une Ok. zone rurale et que ça, pourquoi pas, si c'est un intérêt sincère de l'élève, il peut très bien aller développer un projet autour du renforcement d'activités en zone rurale, Ouais. d'activités d'engagement, etc. Il y a des choses vraiment très malignes qui peuvent, très, très intelligentes qui peuvent se construire comme ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas mal quand même d'avoir ton regard justement pour arriver à savoir comment on arrive à transformer son profil qui au départ peut-être peut paraître peu intéressant pour l'élève en quelque chose qui va finalement plaire à Sciences Po, quoi. Donc, tu as parlé rapidement des écrits. Peut-être qu'on peut arriver justement gentiment sur, sur les examens pour rentrer à Sciences Po, surtout qu'ils ont changé Oui, cette année. Et c'est ce qui est aussi intéressant de t'avoir ce soir. C'est quoi les nouveautés à Sciences Po oui. Paris en 2025? Oui, alors en fait, des nouveautés, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même une majeure. Alors, je vais juste rappeler les épreuves d'admissibilité. Ouais, Donc, il y a deux merci. séquences pour rentrer à Sciences Po Paris. Il y a d'abord des épreuves d'admissibilité, et si on a une note suffisante à ces épreuves-là, au cumul, à l'addition de ces épreuves-là, on est convoqué à un oral, et c'est là que va être la nouveauté 2025, c'est que l'oral devient vraiment une épreuve coup près. Donc, en D'accord. gros, les épreuves d'admissibilité, il y en a trois. Deux sont relatives au dossier scolaire. Il y en a une qui est très quantitative, c'est-à-dire que c'est vraiment un ordinateur qui va regarder les notes du Ouais. contrôle continu, les notes du bac de français, etc. Toutes ces notes sont pondérées. Il y a une liste vraiment très longue, c'est une vingtaine de notes, peut-être une dizaine, qui sont prises en compte par cette machine, qui sont additionnées et elles valent toutes la même chose, hein, elles ont la même pondération. Euh, Tout ça donne une note sur 20. La deuxième épreuve, c'est une analyse plus qualitative du dossier. Donc là, ça va être des personnes humaines, deux examinateurs, qui vont regarder le dossier, qui vont prêter attention aux commentaires des professeurs, au classement par rapport au Oui, rang au de la groupe. classe. Voilà, Mhm. exactement. Voir s'il y a des progressions ou si l'élève est en chute libre. Tu vois, s'il a Mhm. 18 de moyenne, mais qu'il était à 20 avant, bon, ça, c'est pas forcément très positif. Voilà, tout ce genre de considérations. La troisième épreuve de l'admissibilité, ça va être deux écrits, un écrit de Mhm. motivation et un essai. L'écrit de motivation, c'est voilà, des questions que propose Sciences Po qui vont orienter la réponse des candidats au sujet justement de leur intérêt pour les sciences humaines et sociales, pour le programme de Sciences Po en particulier, etc. Et l'essai, c'est une épreuve un peu particulière qui est, en gros, ça diffère pas mal de la dissertation qu'on connaît Mhm. en France. C'est beaucoup mon regard sur le monde. Oui. Donc, on va t'interroger sur enfin, les sujets. S'il y a 5 sujets au choix, ça va être sur l'art, sur la désobéissance civile, sur l'écologie, sur les JO l'an dernier. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de prendre parti dans cet essai-là, dans ce deuxième écrit. Donc là, on a terminé les épreuves d'admissibilité. On a 3 notes sur 20, ce qui fait une note sur 60. Et jusqu'ici, lors des années précédentes, l'oral ne concernait que les élèves qui avaient une note sur 60 suffisante aux 3 premières épreuves, et l'oral rajoutait une note sur 20, ce qui constituait en tout une note sur 80. Et en gros, ce que ça voulait dire, c'est que si on avait super bien réussi ses écrits, enfin son Oui, les trois admissibilité, premières épreuves voilà, d'admissibilité, ouais. et qu'on avait un peu moins bien réussi son oral, c'était pas dramatique, Ouais, ça a passé. ça pouvait se compenser. Voilà. Maintenant, Sciences Po donne à l'oral le même poids que le cumul, que l'addition des 3 notes d'admissibilité. Donc, on Wow, a ok. 3 notes d'admissibilité sur 60 et un oral sur 60. D'accord. Et donc, ce qu'annonce Sciences Po, c'est qu'ils veulent convoquer davantage de candidats à l'oral et que l'oral va devenir vraiment leur épreuve phare, lors de laquelle donc, il y aura beaucoup de candidats, beaucoup risquent d'être admissibles, et c'est vraiment ça qui va déterminer l'admission à Sciences Po. Ok. Ouais, c'est un petit peu, parce que l'année dernière, ils se posaient la question avec l'arrivée de ChatGPT, l'IA, etc. Enfin, c'était un peu Ouais. la question qu'on se posait, et donc c'est comme ça qu'ils ont réussi finalement à contourner. Parce que là, devant Oui, le jury, tu peux pas appeler ton et- ordinateur. exactement. Et il y a aussi une petite nouveauté connexe que beaucoup oublient, c'est que jusqu'ici, dans les écrits et les fameux à propos desquels je disais il faut y aller, il faut donner un point de vue, il faut s'engager à l'écrit, jusqu'ici, le jury à l'oral n'avait pas accès aux écrits que les candidats avaient produits. Tandis que là, ils auront accès aux écrits. Donc, ce que ça Ah ouais, change, c'est que cet engagement fort qu'on doit exprimer dans les écrits, après, il faut savoir le défendre à l'oral. Et ça change quand d'accord. même pas mal de choses. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, ouais.
Alors, souvent, moi, une question que j'ai de la part des élèves que j'accompagne, c'est est-ce que je prépare Sciences Po? Est-ce que je prépare les IEP? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que je me mets sur les deux? Donc, toi, c'est quoi ton avis sur cette question-là? Sciences Po et IEP ou Sciences Po ou IEP? Alors, à ce propos-là, moi, j'ai différentes questions sous-jacentes qui vont peut-être éclairer ma réponse. L'une d'entre elles, c'est comment on choisit son IEP. En gros, voilà, est-ce que je regarde les programmes, etc. Non, enfin, moi, ce que j'observe, c'est que tout Non, se vaut. on y va. Enfin, non, mais oui, on observe les programmes, mais il n'y a pas un truc, à moins qu'il y ait des doubles diplômes particuliers qui vous Mhm. intéressent à Lille ou à Bordeaux, etc. Mais grosso modo, ça se joue quand même pas mal au classement. C'est-à-dire, on essaye d'avoir le meilleur IEP possible parmi les classements. Donc, les classements, on les trouve partout. Et effectivement, Paris est vraiment très bien réputé. Bordeaux l'est également. Et ensuite, voilà, on retrouve Lille, on retrouve un certain nombre d'IEP. En gros, ça veut dire quoi ces classements? Ça veut simplement dire qu'ensuite, en sortie d'école, on a des meilleurs jobs, des meilleurs salaires et des Ok, plus hauts niveaux de responsabilité. En gros, donc c'est ça. ok. Et ensuite, donc cette question, elle est effectivement très stratégique, Sciences Po et ou IEP, puisque Sciences Po, c'est hyper sélectif. Donc on est tenté d'aller pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'aller essayer autre chose dans le même domaine. Et en même temps, à tout préparer, on risque de se disperser. Donc moi, ma réponse, c'est de dire Paris, Sciences Po Paris, et le concours commun des IEP, c'est des vraiment gros morceaux. Donc si on veut combiner la préparation de Sciences Po Paris et la préparation du concours commun des IEP, il faut être très conscient qu'il va falloir beaucoup travailler. Oui, Les épreuves ne sont pas de même nature. Pour Sciences Po Paris, je les ai décrites. Pour le concours commun des IEP, c'est une épreuve de bachotage. C'est vraiment une épreuve de ouais. bachotage. C'est un programme qu'il faut maîtriser super bien, une méthode de dissertation beaucoup plus classique sur laquelle il faut avoir pu s'exercer. Voilà, faut l'avoir fait plusieurs fois et avoir vu ses épreuves corrigées pour progresser. Donc c'est aussi c'est un travail différent, mais qui est très chronophage, en tout cas très prenant. Et en plus, pour les IEP, on regarde même pas ton dossier maintenant, hein. Oui, exactement. C'est juste ce concours-là, comme n'importe quel concours que j'ai passé moi en tant que prof. Enfin, voilà, quoi. Ouais, C'est ouais. c'est un concours, quoi. Donc c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc moi, j'ai des élèves chaque année qui arrivent à combiner les deux de front et c'est faisable. Il faut simplement être conscient qu'on ne va pas s'inscrire au concours commun des 7 IEP un peu en dilettante en disant, bon, allez, j'irai au Oui, ça talent ou passera. je vais réviser mes annales, enfin mon programme les 2 week-ends qui précèdent, ça passera pas. Donc si Mhm. on décide de mener les deux de front, encore une fois, c'est pas infaisable, mais c'est vraiment, enfin, c'est dur, c'est difficile. À côté de ça, bah, pour répondre à cette question, ça dépend du niveau scolaire. Si on a au-delà de 16, bah, moi, je conseille vraiment de tenter Sciences Po Paris, sachant que, voilà, je ne sais pas si je peux le préciser ici, mais moi, je fais une évaluation gratuite des dossiers. Si vous Oui, bien hésitez sûr. à vous lancer pour Sciences Po Paris, vous vous dites justement, je ne sais pas si je vais mettre du temps, de l'énergie là-dedans, alors que ça se trouve, je n'ai pas le niveau. Moi, vous m'envoyez vos dossiers scolaires depuis, en gros, les bulletins depuis la seconde et je vous fais une évaluation pour vous dire, bon, voilà, je ne vous parle pas de l'épreuve 3 parce que là, en gros, ça demande beaucoup de travail, mais sur les 2 premières épreuves liées au bulletin scolaire, je peux vous dire si vous avez vos chances ou pas. Donc voilà pour concours commun versus Sciences Po. Et quand on a le niveau pour passer Sciences Po Paris, quand on a au-delà de 16 de moyenne, moi, je conseille vraiment de passer Bordeaux et Grenoble Oui, parce que c'est un moindre effort. En fait, en gros, tout ce qu'on va devoir travailler, ce que vous allez devoir travailler de toute façon pour préparer Sciences Po Paris va vous servir euh, pour l'IEP de Bordeaux et pour l'IEP de Grenoble. et de À la Grenoble, fois tout à fait. pour, enfin vraiment oui, à Bordeaux, il y a une épreuve orale qui est assez importante. Donc de toute façon, pour Paris, vous allez vous exercer à l'oral. Ça servira pour Bordeaux. Et voilà, donc ça, c'est mon conseil. Ok. Et Marie, pour ceux qui se disent Sciences Po, les IEP, mais c'est trop dur, ou peut-être qu'ils n'ont pas les fameux 16 de moyenne, c'est Oui. quoi les alternatives que tu conseilles, toi, aux jeunes qui ont envie quand même de se lancer dans les sciences politiques? Oui, alors il y en a beaucoup, et ça Mhm. dépend évidemment, bien sûr, des centres d'intérêt de chacun. Généralement, quand on est intéressé par Sciences Po, c'est parce qu'on est intéressé par cette pluridisciplinarité. Oui. Après, quand on va chercher dans les alternatives, bah, il y a souvent une majeure qui vient un peu se dégager. Il y a peut-être un écueil que je voudrais souligner qui concerne beaucoup d'élèves. Moi, je vois beaucoup d'élèves qui en demande de réorientation parce qu'ils pensaient qu'une licence de sciences politiques était une bonne alternative à un IEP ou Sciences Po. Et en Mhm. fait, là-dessus, je voudrais vraiment attirer l'attention sur le fait que
c'est pas parce que l'intitulé est proche, Oui, licence de sciences politiques et Sciences Po, que les formations sont proches. En licence de sciences politiques, on étudie globalement une matière qui est la science politique, qui est très proche du droit, tandis qu'en IEP ou à Sciences Po, il y a 5 matières fondamentales. Donc il y a l'économie, le droit, la sociologie, l'histoire et la science politique. Donc la science politique n'est vraiment qu'une matière des 5 fondamentaux, sachant qu'on a en plus beaucoup de langues, enfin voilà, c'est très pluridisciplinaire. Donc généralement, c'est aussi ça qui attire beaucoup oui, bien, tout les à fait. candidats à Sciences Po. Et souvent, donc ils se disent un peu facilement, oh ben, je vais mettre une licence de Sciences Po comme alternative, et ils se retrouvent vraiment très déçus. Et moi, j'en ai vraiment beaucoup après qui viennent me voir après 6 mois en licence 1 de sciences politiques, qui disent mais c'est pas du tout ce que je voulais, etc. Bah oui, c'est pas du tout le même type de cursus. Donc pour aller chercher des choses plus pluridisciplinaires, il y a différents parcours possibles. Il y a, on a parlé des IEP. Il y a, par exemple, donc il y a les CPGE qui peuvent être des très beaux Oui, tout à parcours fait. Mhm. avec, par exemple, quand on est très littéraire, lettres classiques ou lettres modernes, on va en AL. Quand on Alors, les est bon en CPGE, on maths, dit que c'est des classes oui, prépa, pardon, en fait, hein. les classes Donc, prépa, ouais, les voilà. classes prépa. Donc, il y a des classes prépa littéraires, il y Voilà. a les BL qui gardent beaucoup de mathématiques Ouais. avec des philosophes qui sont extrêmement pluridisciplinaires, moi qui plaisent beaucoup à mes élèves quand on travaille justement les plans B à Sciences Po. Les BL sont vraiment très bien. Et puis en plus, en termes de débouchés, après, on peut soit raccrocher à un master de Sciences Po, soit aller, enfin, les débouchés sont vraiment extrêmement vastes, depuis l'ENSAE jusqu'aux écoles, à certaines écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, enfin, c'est vraiment Commerce, ouais. vaste. Mhm. Ouais. Il y a des écoles privées, enfin, des universités, les universités catholiques, donc tu as l'ESPOL et l'ICP. Ouais, j'avais fait un épisode justement avec Anouk, une étudiante de l'ESPOL, et c'est vrai, elle était assez contente. Et tu parles aussi de Oui, l'ICP, c'est ça? l'ICP, l'Institut catholique de Paris. Ah oui, oui, Ouais. l'ICP, oui, bien sûr. Donc, ce sont des universités privées qui donc proposent des cursus justement pluridisciplinaires, assez tournés vers l'international, surtout pour l'ESPOL. Les cursus, certains cursus sont complètement anglophones. Ouais. Et on retrouve un esprit plus d'école dans ces établissements, qui convient bien aussi souvent à ce profil d'élèves qui n'ont pas envie d'être dans l'anonymat d'une université. À quoi je peux penser encore? Pour ceux qui aiment bien les mathématiques ou qui ont gardé les mathématiques, il y a la licence en sciences des organisations de Dauphine qui plaît beaucoup aussi. Mais à moins de 16 de moyenne, on a dit Marie. Là. Ouais, ok. Il y a une licence à Poitiers, une licence de lettres renforcée Oui, en les sciences sciences. politiques à Oui, Poitiers. mais pareil, quoi. Ouais, Quand on a un petit ok. profil, quand on a un Un petit double profil, diplôme. Un double double diplôme. diplôme. Faut-il encore rentrer? Mais c'est vrai qu'un double diplôme, c'est bien. Ouais, un double diplôme. Et sinon, si on a un petit profil, tu le disais tout à l'heure, pour le concours des IEP, le concours commun des IEP, ils ne prennent pas en compte le dossier scolaire. Donc moi, j'encourage vraiment les élèves à se dynamiser, se Mhm. responsabiliser. Ce concours, en fait, c'est des notions à apprendre. Donc il y a vraiment rien d'insurmontable. Si vous avez 12 de moyenne, vous ne serez pas pénalisé. Vous aurez autant de chances qu'un élève qui a 18 de moyenne, à condition d'avoir vraiment bien bossé le concours. Voilà. Mais moi, ce que j'ai entendu chez toi, et on va conclure là-dessus, mais que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est de te dire, en fait, voilà, moi, je veux Sciences Po parce que je suis intéressée par la pluridisciplinarité. C'est quoi la matière quand même là-dedans qui me plaît le plus? Et peut-être se Ouais, dire aussi, exactement. si en fait, finalement, c'est le droit qui m'intéresse vraiment, eh ben, je vais commencer par une licence de droit. Si vraiment c'est l'histoire, ben, je vais peut-être commencer par une licence d'histoire. Et vraiment, si j'ai un petit profil, peut-être c'est parce que j'ai pas la capacité de faire toutes ces matières à la fois. Et je vais me mettre à fond parce qu'en fait, la clé d'une licence, c'est d'être le meilleur. Ou enfin, Oui, mais tu as tout à c'est fait très raison. bon pour pouvoir avoir un master. Donc peut-être que plutôt que de vouloir tenter une licence pluridisciplinaire, bien se connaître et se dire, Oui, bah, je vais à fond sur une ouais, spécialité. Et tu as ça peut raison. être Et une excellence, tu vois, si on a envie de revenir après à de la pluridisciplinarité, on peut tout à fait après intégrer un master dans un IEP, mais tout à à fait, Sciences Po, etc. Après une tout à fait. super licence d'histoire, c'est complètement possible. Exactement. Et en étant la clé de la licence et la clé de la fac, c'est d'être très bon. C'est juste Oui, ça, exactement. Exactement. entre Ouais, guillemets. c'est vrai, tu as Super, tout à fait Marie. raison. Très bien. Eh ben, écoute, c'était vraiment très intéressant. Surtout, je pense aussi d'avoir ces alternatives et puis ben, voilà, de voir cette nouveauté pour Sciences Po Paris, ce gros poids de l'oral, tu vas t'amuser avec tes candidats. Donc, Oui, bah si, moi je suis ravie. oui, bien sûr. Si jamais on a envie de faire ta prépa ou si on a envie, peut-être avant même de faire ta prépa, de te soumettre à bah, son dossier pour que tu l'évalues, comment on fait pour te joindre, Marie? Alors, j'ai un site internet sur lequel tout est précisé, qui est www.avenir-le-du-6 Mhm. orientation.fr. Là-dessus, on trouve mon adresse email. Elle est vraiment très facile à trouver. Et donc, il faut m'envoyer son dossier scolaire depuis la seconde, en n'oubliant pas le relevé du bac de français.
Ouais, avec toutes très les notes important. du contrôle continu. Donc ça va être important. Et à propos de notre dernier sujet, j'ai aussi établi un petit guide, enfin, il n'est pas si petit parce qu'en fait, il est même assez cossu, un guide des alternatives à Sciences Po Super. qu'on pourra mettre dans la description Ouais, de ouais, l'épisode ouais, si tu avec es plaisir. d'accord. Ouais, Voilà, ouais, qui est très bien. téléchargeable et qui est un guide gratuit qui Nickel. pourra aussi éclairer Eh ben, très ceux bien. qui le Donc, je souhaitent. mettrai ton site et je mettrai le lien pour obtenir le guide. Et comme ça, avec Parfait. tout ça, on est armé pour Sciences Po. Très Bah, bien. parfait. Eh ben, écoute, Marie, merci beaucoup pour ces informations hyper utiles. Et puis, écoute, à bientôt, peut-être pour un troisième épisode sur un sujet Ah que je bah, ne j'en connais serais pas ravie. encore. Et ça serait super. À J'en bientôt. serais ravie. À Au bientôt, revoir, Corinne. Marie. Au revoir. Alors voilà les idées principales que je retiens de notre entretien. Tout d'abord, eh ben, évidemment, pour entrer à Sciences Po Paris, il faut que tu aies des bonnes notes. Marie, elle le dit, hein, moins de 16 de moyenne, c'est compliqué. C'est déjà important d'avoir ce bon dossier, mais ça ne suffit pas. Donc, il ne suffit pas, Marie l'a dit, hein, d'avoir un grand nombre d'activités extrascolaires qui n'ont aucun sens. Il va falloir que tu aies un bon profil et il va falloir que tu saches prendre du recul sur tes expériences extrascolaires et que tu arrives à démontrer en fait que ton projet vraiment est en adéquation avec ce que Sciences Po peut offrir. Et c'est vraiment ce que cherche Sciences Po Paris, c'est des profils un petit peu particuliers. La deuxième idée, c'est que bah voilà, pour intégrer Sciences Po Paris, c'est un petit peu un parcours du combattant. Il y a d'abord un parcours d'admissibilité où là, il y a 3 notes. La première chose, c'est que tu vas avoir une note de ton dossier scolaire. Donc là, on va vraiment analyser très quantitativement tes notes, tes rangs, etc. Il va y avoir ensuite une analyse qualitative de ton dossier où là, c'est plutôt bah, le jury qui va regarder tes appréciations et ce que tu fais à l'extérieur. Et puis 2 écrits, l'écrit de motivation et puis un essai. Et cet essai, c'est là où tu vas exprimer un peu ton regard sur le monde à travers les 5 sujets qui te sont proposés. Donc, ça te fait 3 notes sur 20. Et en fait, la grande nouveauté cette année, eh ben, c'est que l'oral, aujourd'hui, a un même coefficient, dans le coefficient de 60, que toutes les notes d'admissibilité. Donc finalement, aujourd'hui, il y a sûrement, enfin, on pense que l'année prochaine, il y aura beaucoup de candidats qui vont aller à l'oral et que c'est vraiment l'oral qui va faire la différence entre ceux qui vont intégrer Sciences Po et ceux qui ne l'intégreront pas. Et savoir que bah, cette année, les jurys, ils vont avoir aussi sous les yeux tes essais et ta lettre de motivation. Et donc, il va falloir que tu saches défendre ce que tu as écrit. La troisième idée, c'est que, voilà, est-ce que tu dois préparer Sciences Po et les IEP ben, à voir. C'est des examens qui sont complètement différents. Les IEP, c'est un concours, beaucoup de préparation, beaucoup de travail, beaucoup de bachotage. On ne regarde même pas ton dossier. Donc, tu ne vas pas au talent. Ben, ça, c'est sûr. Les Sciences Po Paris et dans Bordeaux, Grenoble, là, c'est plutôt des écrits et des oraux. Donc, c'est des concours qui sont un petit peu dans le même esprit. Donc, peut-être les préparer en même temps tout préparer, il va falloir que tu poses la question, est-ce que tu en es capable, sachant que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, à voir. En tous les cas, ne te dis pas que c'est parce que tu prépares Paris que tu vas pouvoir avoir le concours des IEP ou vice-versa. Et la dernière idée, bah, écoute, c'est si Sciences Po et les IEP, finalement, c'est pas dans tes projets parce que tu dis que tu n'as pas le niveau ou que c'est trop de boulot, bah, il y a des alternatives. Alors, Marie, elle a quand même porté notre attention sur un point que j'ai retenu et que je vais partager. Une licence de sciences politiques, c'est pas un IEP. Une licence en sciences politiques, c'est une licence dans laquelle tu étudies les sciences politiques, alors qu'à Sciences Po ou dans les IEP, ben là, c'est un programme pluridisciplinaire. Donc, la réflexion qu'on a eue, c'est qu'une prépa comme la prépa BL, par exemple, pourrait être, ou AL, les prépas littéraires, c'est peut-être quelque chose de plus intéressant pour toi, si tu as l'esprit prépa. Et puis sinon, bah, ce que j'ai compris avec Marie, c'est qu'en fait, finalement, choisis dans le parcours IEP Sciences Po le sujet qui t'intéresse le plus et puis creuse. Donc, si c'est le droit, bah, fais du droit. Si c'est l'histoire, fais de l'histoire et surtout sois bon. Parce que la clé de l'université, c'est vraiment d'avoir de bonnes notes. Et une fois que tu auras un très bon dossier dans une bonne université, eh bien, dans ces cas-là, tu pourras peut-être tenter les concours pour entrer, enfin, en tous les cas, les examens pour avoir un master à Sciences Po ou dans un IEP. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Marie, elle a vraiment été top. Je trouve qu'au niveau de ses conseils, elle nous en a beaucoup dit et c'était super structuré. Moi, j'ai beaucoup appris. N'hésite pas à donner ton avis sur mon compte Instagram Réussir son orientation ou m'envoyer un message sur mon site internet www.corinneholroyd.com. Tu as un petit onglet pour rentrer en contact avec moi. En attendant, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.